La raison pour laquelle je dis que créer une entreprise, c'est comme manger du verre et regarder dans l'abysse, c'est que pour rendre une entreprise prospère, il faut accomplir beaucoup de tâches pénibles. Ce travail n'est pas amusant et nécessite de très longues heures de travail. Peut-être que votre entreprise survit, peut-être pas, car la grande majorité des startups échouent. C'est pour ça qu'on parle de manger du verre et regarder dans l'abysse. Créer une entreprise, c'est beaucoup de travail acharné, suivi généralement par l'échec. C'est pourquoi je dirais que si les gens ont besoin d'encouragement pour créer une entreprise, ils ne devraient pas en créer une. Concernant le gouvernement, le véritable défi est de surmonter la bureaucratie. Je dirais que la bureaucratie est l'avant-dernier boss à battre. Le boss final est la défaite de l'entropie, que la physique nous dit impossible à vaincre. La deuxième bataille, la plus difficile, est de vaincre la bureaucratie. C'est à quel point il est difficile d'améliorer le gouvernement. L'un des phénomènes qui se produit toujours pendant une longue période de paix est l'augmentation constante de la bureaucratie et de la taille du gouvernement. Les lois et les réglementations mises en place deviennent plus nombreuses chaque année. Il est logique que si vous avez des régulateurs, ils vont ajouter plus de réglementations chaque année, et les législateurs ajouteront plus de lois chaque année. Historiquement, le processus d'élimination des lois et réglementations absurdes était la guerre. Évidemment, nous préférerions ne pas avoir la guerre comme moteur de réforme gouvernementale. Ces choses sont toutes très difficiles, et je veux être clair, nous pourrions échouer dans cet objectif. C'est pourquoi je l'ai décrit comme une bataille extrêmement difficile. Cela n'a jamais réussi auparavant. Les tentatives précédentes de réduire la taille de la bureaucratie pour rendre le gouvernement plus efficace ont généralement échoué. Même quand des partis sont élus pour cela. Prenez Reagan par exemple, il a fait campagne pour supprimer le département fédéral de l'éducation et transférer ses compétences au niveau des États. Le département de l'éducation au niveau fédéral est une création récente, créée il y a environ 45 ans. Je recommanderais un département de l'efficacité gouvernementale pour l'Allemagne aussi. Je pense que généralement, pour les gouvernements, il faut avoir un processus de collecte des déchets. Si vous avez uniquement un processus pour créer des réglementations, mais aucun processus pour les supprimer, finalement tout devient illégal, et rien n'est autorisé, et le progrès s'arrête brutalement. Il est très important que tous les gouvernements aient une équipe responsable de la réduction de la taille du gouvernement et de l'élimination des réglementations qui pouvaient avoir du sens à une époque mais qui n'en ont plus actuellement. Sinon, ces choses s'accumulent comme de la plaque dans nos artères. Le flux sanguin à travers le gouvernement devient de plus en plus restreint avec de plus en plus d'accumulation sur les parois des artères. Il faut donc avoir ce processus de nettoyage, c'est très important. Je pense que le président Trump aime faire avancer les choses. Il ne cherche pas à punir les pays ou à faire des choses économiquement insensées. Mais il considère les tarifs douaniers comme un moyen d'obtenir la coopération des pays sur des questions importantes. Évidemment, quand des pays ont mis en place des tarifs asymétriques en taxant l'importation de produits américains, alors que l'Amérique ne taxe pas leurs produits, nous avons un déséquilibre. Je pense que le président Trump voudra agir contre les pays qui ont des barrières tarifaires asymétriques, qu'il s'agisse de tarifs ou de barrières réglementaires qui restreignent le commerce, pour garantir des règles du jeu équitables pour les entreprises américaines et les entreprises en Europe, en Chine ou ailleurs.
C'est mon impression. Il cherche simplement à établir des règles du jeu équitables. Tout d'abord, je pense que Tesla aurait existé même si l'AfD avait été au pouvoir, nous aurions quand même installé l'usine à Berlin. Je suis généralement opposé aux incitations gouvernementales qui faussent les marchés, et il y a tendance à avoir beaucoup de tarifs, d'incitations et de pénalités gouvernementales qui déforment les marchés. Si ces mesures sont mises en place par d'autres, nous devons évidemment en profiter, sinon Tesla serait désavantagé sur le plan concurrentiel. La raison pour laquelle je suis en faveur de l'AfD est qu'il y a des choses fondamentales qui doivent se produire, sans quoi je crains que l'Allemagne échoue, notamment la mise en place de contrôles sensés sur l'immigration. Si des criminels en Allemagne commettent des crimes et blessent des gens, ils doivent être expulsés. Et ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Il doit aussi y avoir la liberté d'expression pour que les gens connaissent la vérité. Sans liberté d'expression, on ne peut pas avoir de démocratie car le public ne peut pas prendre une décision éclairée concernant son vote s'il n'y a pas de liberté d'information. En Allemagne, actuellement, il existe des lois draconiennes contre la liberté d'expression, où même insulter un politique peut conduire à la prison, ce qui est insensé. J'apprécie que l'AfD soit en faveur de la liberté d'expression, qu'elle soutienne des politiques d'immigration sensées et l'expulsion des criminels. Et j'aime les politiques généralement libertariennes de l'AfD. Il est évidemment facile de déformer mes propos, comme il l'a fait, pour dire que nous devrions passer d'une situation où nous torturons les jeunes enfants en Allemagne, avec uniquement de la culpabilité, à une situation où nous devrions complètement ignorer les péchés de l'Allemagne nazie. Je n'ai évidemment dit ni l'un ni l'autre. Ce que j'ai dit, c'est que nous ne devrions pas torturer les enfants en Allemagne, en leur disant que l'Allemagne est le pire pays au monde. C'est tout ce qu'on leur enseigne. On ne leur parle pas des grandes choses que l'Allemagne a accomplies dans le passé. L'Allemagne ne peut pas être définie uniquement par cela, et des enfants dont les arrière-grands-parents n'étaient peut-être même pas nazis se font dire que l'Allemagne est le pire pays qui ait jamais existé, et qu'ils doivent vivre uniquement dans la culpabilité et la honte. C'est mal. Je ne dis pas que le nazisme doit être ignoré, je n'ai jamais dit cela, mais je dis que l'histoire culturelle formidable de l'Allemagne était incroyable. Si l'on pense aux grands philosophes, aux grands compositeurs, aux contributions extraordinaires en termes d'ingénierie et de science que l'Allemagne a apportées, y compris celles des juifs allemands comme Einstein. Ces choses devraient être célébrées, non pas en excluant les nazis, non pas en l'ignorant, mais dire que c'est tout ce qu'est l'Allemagne est absurde et faux. Les gens devraient être fiers des grandes réalisations de l'Allemagne. Fiers que l'Allemagne soit une nation ancienne, vieille de milliers d'années, qui fut l'une des rares nations à avoir réellement résisté à l'incorporation dans l'Empire romain. Si l'on remonte à 2000 ans, même Rome ne pouvait pas vaincre l'Allemagne. Rome était l'empire le plus puissant au monde à l'époque, mais ne pouvait pas vaincre l'Allemagne. Ils ont abandonné. Il faut comprendre le contexte complet de l'histoire allemande. Les grandes choses comme les terribles. Quand on regarde l'Amérique, que sont devenus les peuples natifs d'Amérique? Où sont-ils? Qu'est-il arrivé aux peuples natifs de Judée avant l'arrivée du peuple juif? Où sont-ils?
À un moment donné, on ne peut pas se concentrer uniquement sur les choses terribles qui ont été faites. Les choses terribles doivent être apprises, mais aussi les bonnes. Eh bien, nous passons simplement de questions philosophiques et politiques profondes aux anecdotes de la semaine. Il y a beaucoup d'ingénieurs très intelligents et très motivés en Chine. Vous devez donc vous attendre à ce que la Chine réalise de nombreuses grandes choses, et ils en ont déjà réalisé beaucoup. Si l'on regarde la longue histoire de la Chine, également une nation ancienne, elle a inventé et développé de nombreuses choses. En fait, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la Chine a été la nation la plus puissante sur Terre. Je pense que, particulièrement du point de vue des Chinois, ils voient simplement l'ascension de la Chine comme un retour à sa place normale dans l'histoire, celle du pays le plus puissant sur Terre. On peut donc s'attendre à ce qu'il réalise de nombreuses grandes choses, DeepSeek en étant une. Mais c'est simplement le résultat de l'immense talent présent en Chine, ce qui est très impressionnant. Est-ce une révolution complète en intelligence artificielle? Non, ce ne l'est pas. Xai et d'autres vont bientôt sortir des modèles qui sont meilleurs que DeepSeek. Comme vous le savez, l'Europe a en réalité plus de bureaucratie que les États-Unis, car vous n'avez pas seulement les niveaux provincial et national, vous avez aussi l'UE par-dessus tout cela. Pour être totalement franc, le siège de l'UE à Bruxelles est essentiellement une gigantesque cathédrale de la bureaucratie. Si l'on souhaite visiter la grande cathédrale de la bureaucratie, il faut visiter le siège de l'Union européenne à Bruxelles. Je pense que l'Europe a probablement plus besoin d'efficacité gouvernementale que les États-Unis. Et cela doit se produire au niveau des pays et au niveau de l'UE. En fait, je pense que la tâche est plus difficile en Europe qu'aux États-Unis. Je pense que la surréglementation a entravé énormément de progrès et d'innovation en Europe. C'est ce que j'appelle cette sorte d'étranglement lent par la surréglementation. Comme c'est un étranglement lent, on ne sent pas à un moment précis que c'est la fin. Mais le nœud autour du cou se resserre un peu plus chaque année. Et finalement, cela va tuer l'Europe. Il doit donc y avoir, à mon avis, une action immédiate pour réduire la réglementation au niveau de l'UE, au niveau national et au niveau local. Je pense que nous verrons que les modèles open source sont généralement en retard sur les modèles commerciaux. Donc ce qui est commercialement puissant aujourd'hui sera probablement open source dans un an ou moins, et je m'attends à ce que cette tendance continue. Donc essentiellement, tout le monde aura l'IA. En fait, c'est peut-être le changement le plus profond. L'avènement de la superintelligence numérique, si l'on se projette dans 1000 ans, que considéreront les historiens en supposant qu'ils soient encore humains et non des ordinateurs, comme les événements les plus importants? L'une de ces étapes fondamentales sera l'avènement de la superintelligence numérique, sans aucun doute. Ils auront depuis longtemps oublié qui dirigeait quel pays. Ce sera mineur en comparaison de l'avènement de la superintelligence numérique. Je pense que l'humanité, devenant une civilisation multiplanétaire, figurerait aussi sur cette liste.
D'un point de vue très large, si l'on regarde les jalons qui mériteraient d'être dans le top 10 du point de vue de l'évolution en général, on aurait la vie unicellulaire, la vie multicellulaire, la différenciation entre plantes et animaux. Il y aurait aussi le passage de la vie de l'océan à la Terre, les mammifères, la fonction cognitive chez les mammifères comme les humains, puis la vie devenant multiplanétaire, et la superintelligence numérique ferait partie de ce top 10. C'est très difficile, c'est tout un défi. Notre cerveau ne consomme que 20 watts d'énergie, et sur ce total, seule la moitié est consacrée aux fonctions cérébrales supérieures. J'ai donc essentiellement un ordinateur de viande de 10 watts pour faire tout ça, et je trouve tout cela très difficile pour mon cerveau. Une chose qui est utile à comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre l'entraînement, la charge mentale nécessaire pour apprendre à faire quelque chose, et l'inférence ou l'exécution de cette chose. Prenez les échecs par exemple. Il faut peut-être 10 000 heures pour devenir grand maître, mais ensuite vous pouvez jouer une partie en quelques heures. C'est ce qui s'est passé avec Tesla et SpaceX. J'ai investi bien plus que 10 000 heures pour comprendre comment construire et développer une entreprise automobile et une entreprise de fusées, des satellites et toutes ces choses. Avant SpaceX, j'étais aussi cofondateur de 2 entreprises Internet. Je comprends donc Internet, je comprends les paiements et tout ce genre de choses. La charge mentale requise une fois qu'on s'est entraîné sur quelque chose est très faible comparée à l'entraînement lui-même. C'est ainsi que je peux faire des choses qui ont nécessité d'immenses quantités d'entraînement sur des décennies, mais qui ne demandent pas beaucoup d'effort mental une fois l'entraînement terminé. Maintenant, pour ce qui est du gouvernement, bien que j'ai énormément interagi avec lui, c'est la première fois que j'essaie vraiment de l'améliorer. Il y aura donc une charge initiale d'apprentissage significative, puis nous passerons à l'inférence, qui est plusieurs ordres de grandeur plus facile que l'entraînement. Je n'ai pas fait d'offre pour TikTok. Je n'ai pas de plan pour ce que je ferais si j'avais TikTok. Je suppose que j'examinerai l'algorithme pour décider s'il est nocif ou utile. Je réfléchirai à ce que nous pourrions faire pour modifier l'algorithme afin qu'il soit plus productif et finalement bénéfique pour l'humanité. Nous devrions généralement nous orienter vers quelque chose qui est plus bénéfique que nocif. Je n'utilise pas TikTok personnellement, donc je ne le connais pas très bien. Je vois juste occasionnellement des vidéos apparaître sur X ou que les gens me montrent. Mais je ne suis pas pressé d'acquérir TikTok. Je n'acquiers pas d'entreprise en général, c'est très rare. L'acquisition de Twitter, maintenant appelé X, était très inhabituelle. Je construis généralement les entreprises à partir de zéro. La raison pour laquelle j'ai acquis Twitter, comme je l'ai dit à l'époque, c'est qu'il était important de préserver la liberté d'expression en Amérique et, dans la mesure où c'est légalement possible, dans le reste du monde. Je pensais que l'acquisition de Twitter serait une étape importante et productive pour l'avenir de l'humanité. Et même si c'est vraiment très pénible et que ça a été très difficile, je pense que c'était néanmoins important de le faire. Je ne sais pas si la même logique s'applique à TikTok. Je n'acquiers pas des choses uniquement pour des raisons économiques, et ce n'est pas clair pour moi quel serait l'intérêt d'acquérir TikTok en dehors de l'aspect économique.
Je considère généralement ces mouvements comme positifs. Et toute cette définition de ce qui est de droite, ce qui est de gauche, tout cela a évolué avec le temps. Des politiques comme avoir simplement une immigration sensée et des dépenses gouvernementales raisonnables, c'était autrefois des opinions partagées aussi par les gens de gauche. Et les gouvernements centristes avaient certainement ces opinions. Ce que nous avons vu dans les médias, c'est qu'on qualifie des choses qui étaient autrefois centristes ou de centre-gauche, comme une politique d'immigration sensée, de position d'extrême droite, ce qui est absurde et faux, car en réalité, l'extrême droite devrait faire référence à des situations extrêmement fascistes, à des régimes qui veulent lancer des guerres ou des génocides. C'est ce que l'extrême droite est censée signifier, pas une politique d'immigration sensée. Si vous prenez les discours des politiciens qui étaient de centre-gauche il y a 10 à 15 ans, ils disaient littéralement la même chose. Ce que nous avons vu, c'est vraiment une dérive vers la gauche, où beaucoup de gouvernements sont en fait d'extrême gauche, mais pensent qu'ils sont centristes, ou simplement de gauche, alors qu'ils sont en réalité d'extrême gauche, comparé à ce qu'était la gauche il y a même 10 ou 15 ans. Vous pouvez prendre les discours qu'Obama ou Hillary Clinton ont prononcés sur l'immigration. Ils sont identiques à ceux du président Trump, et ça c'était il y a seulement 10 à 15 ans, pas si longtemps. Je pense que nous avons assisté à une redéfinition de ce qui est droite et gauche, mais une redéfinition inexacte. Et franchement, c'est juste de la propagande, parce que les gens associent généralement l'extrême droite à quelque chose de mauvais. Je suis un grand fan du président Milei. Il fait un travail fantastique en Argentine. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'Argentine connaît une croissance sans précédent. Il a enfin l'inflation sous contrôle. Il a réduit considérablement la taille du gouvernement. Il est important de transférer les gens des rôles à productivité faible ou négative dans le secteur public vers des rôles à haute productivité dans le secteur privé. C'est ce qui conduit fondamentalement à l'amélioration économique. L'argent n'est pas réel, la production de biens et services est réelle. L'argent n'est qu'une représentation de cela. Définissons ce dont on parle ici. Si par DEI on entend le racisme basé sur le sexe, le genre et d'autres aspects, alors oui, je suis contre le racisme et le sexisme, peu importe contre qui ils sont dirigés. Il est tout à fait possible d'être raciste envers les blancs, les noirs, les asiatiques ou n'importe qui d'autre. Nous ne devrions accepter aucune forme de racisme ou de sexisme, peu importe comment on l'appelle. La DEI est essentiellement anti-méritocratique. Nous devrions avoir une société méritocratique où les gens réussissent en fonction de leur capacité et de leur travail. Ce devrait être la seule façon de réussir, pas à travers des mesures arbitraires discriminatoires. Nous avons besoin d'une société méritocratique et de la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pertinente que si les gens que vous n'aimez pas sont autorisés à dire des choses que vous n'aimez pas. C'est le seul moment où la liberté d'expression est pertinente. Le gouvernement ne peut pas décider ce qui est ou n'est pas de la désinformation, car alors la politique s'applique à ces étiquettes, et en fait, on obtient simplement la suppression de la liberté d'expression. Je pense que le wokisme est mauvais parce qu'il est raciste, sexiste et contre la liberté d'expression. C'est très simple. Si les gens arrêtent d'avoir des enfants,
l'humanité s'arrêtera. Et nous avons observé depuis de nombreuses années des taux de natalité très bas dans presque tout le monde. Même l'Inde est récemment passée sous le taux de remplacement. in almost all of the world. Even India recently went below replacement rate. Um, so, Parfois, les gens disent qu'on va simplement remplacer les gens par l'immigration. Mais l'immigration d'où? Si vous regardez la Chine, par exemple, ils sont à peu près à la moitié du taux de remplacement, peut-être 60% ou quelque chose comme ça. Cela signifie qu'environ 600 millions de personnes seront perdues à cette génération. Où allez-vous trouver 600 millions d'immigrants? Cela nécessiterait que presque 2 Amériques déménagent en Chine. C'est impossible. Si vous regardez la Corée, le taux de natalité est maintenant d'un tiers du taux de remplacement. Cela signifie qu'en 3 générations, la population coréenne sera environ 3 à 4% de ce qu'elle est actuellement. En gros, la Corée va disparaître. Je pense qu'il y a de grandes choses dans chaque culture. Nous ne voulons pas que la culture allemande disparaisse, ni la culture française, ni la culture coréenne, ni le Japon, ni l'Amérique, ni aucun autre pays. or America or anywhere. C'est pourquoi je pense que nous devrions être très prudents concernant une sorte de mélange global, car alors chaque endroit sera le même, et il n'y aura plus de culture unique dans le monde, ce qui rendrait le monde pire à mon avis. And there won't be any unique cultures in the world, which I think would make the world worse. So, I think we need to preserve. Je pense que nous devons préserver ces cultures nationales. C'est l'avenir que je pense être meilleur. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire qu'il vaut mieux ne pas laisser les cultures disparaître. Et actuellement, avec les taux de natalité actuels et le soi-disant multiculturalisme et mondialisme, ce que nous voyons en réalité est la dilution des cultures individuelles et la destruction et la mort des cultures individuelles, ce que je trouve terrible pour l'avenir. Which I think is terrible for the future. Je pense que nous sommes à un point d'inflexion. Je recommanderais donc un changement radical en Europe, qui encourage un taux de natalité beaucoup plus élevé. Je pense que cela peut nécessiter des incitations très drastiques. Encourages a much higher birth rate. I think this may require some very dramatic incentives. Je pense que l'Europe a besoin d'une politique d'immigration sensée, où les gens sont correctement contrôlés avant de venir en Europe. Et s'ils commettent des crimes, ils sont expulsés. Sinon, vous aurez la destruction de l'Europe. Il faut aussi avoir un effort significatif de déréglementation et fondamentalement la suppression des lois et règlements pour que vous n'ayez pas un durcissement des artères jusqu'à ce que pratiquement tout soit illégal en Europe, ce qui est ce qui se passe maintenant. Je recommande donc une action immédiate et drastique pour la déréglementation, la liberté d'expression, une immigration sensée et l'amélioration du taux de natalité. Si ces choses se produisent, l'Europe aura un bon avenir. Et si elles ne se produisent pas, l'Europe échouera.